Bon, je me permets de vous présenter, Louis Bodin. Vous êtes invité à Troyes à l'occasion d'une conférence, mais vous êtes surtout, avant tout, ingénieur météorologue. Ouais. Donc j'imagine que c'est dans ce cadre-là que vous êtes aujourd'hui à Troyes au Centre des Congrès. Exactement, hein, c'est pour parler de cette matière que je pratique depuis presque 35 ans maintenant, en ayant commencé à Météo France justement, hein, comme météorologiste. Et après, c'est avec mon parcours à travers mes passions comme la voile, où je suis intervenu de manière plus précise auprès de certains marins, skippers, sur des grandes courses, sur la route du Rhum, sur la course de l'Europe, enfin, bref, sur le Trenta de Jacques Vabre qui en ce moment se déroule. Et c'est vrai qu'à travers ces passions-là, je suis venu petit à petit aux médias, mais je garde aujourd'hui cette fibre scientifique parce que je crois qu'on a encore besoin aujourd'hui de continuer à progresser, de savoir où en est la science météorologique exactement, pour savoir comment on peut s'en servir et comment effectivement elle peut nous aider à relever ce défi aujourd'hui qui est cette problématique du dérèglement ou réchauffement climatique, ça dépend comment on veut l'aborder, mais en tout cas de ce défi qui attend l'humanité aujourd'hui. Ouais. Ouais, on voit bien que, alors au quotidien, parce qu'on vous connaît aussi au travers votre présentation de la météo sur TF1, ou on vous entend aussi sur RTL, mais c'est vrai que la météo, elle est au cœur des Français au quotidien pour la pluie, ou le vent, mais surtout, et aujourd'hui encore plus pour la partie dérèglement climatique, je dirais, et les catastrophes auxquelles on est confronté, alors que ce soit dans le département ou même partout dans le monde. Quoi. Oui, alors c'est là où il y a des choses à remettre un peu à leur place et en perspective. Alors d'abord, où en est la prévision aujourd'hui? Ça, c'est le premier élément. Le travail du météorologiste, aujourd'hui tel que j'ai pu le faire, et je le fais encore, c'est de faire une prévision qui soit la plus juste possible, la plus précise possible, alors à court terme et puis le plus loin possible. Bon, il s'avère qu'on s'arrête assez vite, puisque passé 5-6 jours, très honnêtement, la prévision n'a plus une grande fiabilité de mon point de vue. Et aujourd'hui même, je lutte contre ces sites ou contre ces propositions que l'on fait de faire des prévisions à 15 jours, 3 mois. Non, aujourd'hui, ces prévisions-là, elles appartiennent à la recherche, elles appartiennent parfois à des centres d'expérimentation qui vont voir est-ce qu'on peut en tirer quelques informations, mais pour le grand public, très honnêtement, ce ne sont pas encore des prévisions utiles et surtout pas fiables. C'est-à-dire qu'on fait croire à des choses qui aujourd'hui ne sont pas encore avérées. Elles le seront peut-être un jour, mais pas encore. Non, aujourd'hui, on fait une prévision qui est correcte, je veux dire, de 24 heures à 5-6 jours. Et là, on peut être utile parce qu'on peut donner une information importante en matière de sécurité, ou on peut s'en servir pour notre confort. Hein. Est-ce qu'on part en week-end? Est-ce qu'il y aura de la pluie? Est-ce qu'il fera beau? Est-ce qu'il fera froid? Est-ce qu'on aura de la neige? On peut anticiper sur des événements majeurs. Et puis après se pose le problème de la climatologie, où là, c'est effectivement des réflexions à plus grande échéance, entre guillemets, entre le passé et cet avenir incertain qui est devant nous. Et là, les questions, elles peuvent être parfois un peu trop extrêmes dans leur réaction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque événement météorologique, on a l'impression que c'est le dérèglement, c'est le réchauffement, c'est nous. Non, c'est ce que je montrerai dans mon exposé, c'est que la météorologie a toujours eu un impact fort sur l'humanité et sur notre activité. Et je dirais même que dans le passé, elle l'a même été d'une manière beaucoup plus violente parfois et beaucoup plus dramatique, ne serait-ce qu'au début du XXe siècle. Donc il faut relativiser cet impact-là. Et en même temps, quand on l'a relativisé, ça veut dire alors tout va bien. Non. C'est qu'il faut donc trouver le juste milieu entre cette histoire, entre ce rapport qu'on a eu à la météorologie qui n'a jamais été très sympa avec nous, quoi qu'on en dise. Oui. Si je prends le règne de Louis XIV, par exemple, il y a eu 1 million de Français qui sont partis, qui sont morts des conséquences d'une météo déplorable. D'accord. Sur 20 millions d'habitants à l'époque. C'est comme si aujourd'hui, 3 millions de Français disparaissaient des conséquences d'une mauvaise météorologie, pour des problèmes d'épidémie, pour des problèmes de manque de nourriture, pour des maladies, pour des choses comme ça. Donc voilà, relativisons les choses. Exactement. Donc il faut relativiser et il faut retrouver, j'allais dire, le bon sens par rapport à ça. Quand on a dit ça, est-ce qu'effectivement aujourd'hui, on commence à sentir des choses en France? En France, la chose la plus évidente aujourd'hui, c'est la température moyenne qui s'élève. Et le monde agricole le vit d'année en année. C'est-à-dire qu'on fait des moissons à des dates différentes, on pratique les cultures différemment, on a des rendements qui sont un peu différents. Mais ça, c'est j'allais dire, le trait marquant aujourd'hui. Tout le reste, là, on rentre dans un flou qui est beaucoup plus compliqué. Et je le montrerai ce soir. C'est-à-dire que quand on a dit, voilà, la température grimpe et montée d'1 degré, quelles seront les conséquences? Là, je vous montrerai le spectre qu'offre le GIEC aujourd'hui. Bon, ben voilà, quand on a dit, il y a une fourchette qui va de 1 degré à 5 degrés. 1 degré, c'est gérable.
ça ne change pas grand-chose. Si c'est 5 degrés, c'est la fin du monde, entre guillemets, je caricature. Oui, mais sauf qu'entre les deux, on va se mettre où? On sera où? Donc ça veut dire quelles conséquences sur un pays comme la France? Un pays comme la France qui en plus a la chance, c'est une vraie chance d'être aux latitudes tempérées. Oui. C'est-à-dire qu'on est à mi-chemin entre l'équateur et le pôle, plutôt dans une zone, où d'ailleurs le GIEC l'écrit clairement, les conséquences vont être les plus lentes. C'est totalement injuste d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est dans ces pays-là que les conséquences arriveront les plus tardivement. Ouais, sur des pays industrialisés comme l'Europe. Et qui en matière de météorologie sont dans des zones où on a plein d'influences, l'influence atlantique, continentale, méditerranéenne, climat de montagne. Donc tout ça se brasse et se mélange pour que finalement les évolutions définitives vont arriver plus tardivement que sous les tropiques ou que dans des pays où aujourd'hui la glace fond très rapidement. Ouais. Et donc ça veut dire que concrètement, quand on revient sur... Parce que maintenant, c'est la question qu'on me pose. Ben alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on change de race? Est-ce qu'on change de végétaux? Est-ce qu'on change de culture? Est-ce qu'on change... Non. Quand on regarde les courbes d'une année sur l'autre, on se rend bien compte qu'il y a une telle diversité, il y a une telle variabilité qui vient se mélanger à cette élévation que de prendre des mesures trop définitives, à mon avis, c'est pas le bon choix. Ouais. C'est un avis. Après, justement, c'est intéressant d'en discuter avec les gens qui y sont confrontés au quotidien. Mais en tout cas, en tant que météorologue, moi aujourd'hui, le conseil n'est pas de dire on va planter des oliviers au nord de la Loire, on va planter du Bordeaux, entre guillemets, sur la Loire ou dans la... Non, ça, pour moi, restons prudents. Je pense que ça serait une erreur majeure. Et en plus, ce dont on est en train de se rendre compte, c'est que la nature elle-même est résiliente. C'est-à-dire que de toute façon, elle s'est toujours adaptée. Sauf que là, aujourd'hui, on lui propose, entre guillemets, une adaptation qui est très rapide, plus rapide que ce qu'elle n'a jamais eu. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne le fait pas un peu. On est en train de se rendre compte que les espèces, alors pas assez vite, parce que le changement est beaucoup plus brutal que ce qu'elles peuvent faire en matière d'adaptation, mais elles s'adaptent un peu. Donc nous, il va falloir qu'on ait à la fois la technologie, le savoir, et j'allais dire la sagesse, au bon sens, de suivre cette adaptation, de l'aider, et puis en même temps, évidemment, de lutter contre ce CO2 et que la technologie nous serve également à atténuer ces rejets qui aujourd'hui sont manifestement, de toute façon, mauvais pour nous et pour la biodiversité. Il y a un consensus de la communauté scientifique sur la réalité de la pollution, de la fonte des glaciers. Enfin, voilà, il y a encore quelques voix dissidentes, mais globalement, la très grande majorité des scientifiques... Elles ne sont pas dissidentes sur le constat d'une élévation, sur le constat des conséquences. C'est plus après, qu'est-ce qu'on fait? C'est comment est-ce qu'on agit? C'est est-ce qu'on va vers un pessimisme? C'est-à-dire que, comme certains le voudraient, c'est une décroissance, on arrête tout, il faut que... Moi, je ne crois pas à cette version-là. Alors là, c'est philosophiquement, quand on regarde notre histoire, l'histoire de l'humanité, on n'est jamais reparti en arrière. Jamais. On est sorti des grottes, entre guillemets, j'aime pas l'image, mais on est sorti de notre vie de nomade, on s'est sédentarisé, et puis ensuite, avec notre intelligence, entre guillemets, peut-être pas toujours très, très belle à voir, mais en tout cas, grâce à elle, on a progressé vers un confort, vers une durée de vie. Moi, je suis désolé, aujourd'hui, je suis assez content de pouvoir me dire je vais vivre 20 ans de plus que ne serait-ce que mon grand-père ou mon arrière-grand-père. Donc ça va quand même dire que, voilà, on a progressé. Sauf que, on est aussi 7,5 milliards aujourd'hui. Moi, je trouve qu'on ne pose pas suffisamment la question. L'impact de 7,5 milliards d'individus, il est évidemment 7 fois ou 8 fois supérieur à ce qu'on pouvait faire au 19e siècle, où on était moins d'1 milliard. Ça veut dire qu'en un siècle et demi, on a été multiplié par 7. Donc forcément, avec un impact, avec une saignée, entre guillemets, sur cette terre qui, elle, n'a pas grandi, qui forcément est aussi beaucoup plus fort. Donc c'est cet ensemble-là qui moi, m'intéresse dans la réflexion et qui montre que par rapport à des conclusions définitives du GIEC où c'est de toute façon, si on ne fait pas ça, il y aura tant... moi, je pense que c'est plus compliqué que ça. On parle de la montée des eaux, on parle... Oui, mais la montée des eaux, moi, ça fait 30 ans qu'on me le dit, ça fait 35 ans que je fais de la météorologie. Je suis désolé, mais quand on va sur les côtes, si on reprenait les conclusions des années 90, on n'en est pas là. Ça ne veut pas dire que ça ne monte pas et qu'il ne faut pas faire attention, encore une fois. Juste dire qu'il faut relativiser parce qu'on s'est rendu compte, par exemple, que l'élévation, elle n'est pas la même partout sur la planète. Donc il y a des endroits où c'est déjà très sensible, d'autres ça l'est un peu moins. Donc, et puis ensuite, on s'aperçoit aussi que la météorologie joue elle-même. Quand vous avez des hautes pressions sur un niveau marin, forcément, ça limite cette hausse. Si vous êtes plutôt dans les zones dépressionnaires, ça va favoriser. Au cœur d'un cyclone, on a une élévation qui malheureusement crée des inondations majeures sur les îles traversées. Donc c'est tout ça qui, en permanence, doit être intégré ou rentrer dans la réflexion
à la fois des hommes politiques, à la fois du citoyen, pour dire voilà comment est-ce que je me place, comment est-ce que je m'investis et comment est-ce que je comprends cet environnement en fonction de ma position géographique sur la Terre, parce qu'il y a une injustice totale. Oui, entre les pays pauvres et les pays développés. Pauvres. Et en plus, les pays pauvres qui, effectivement, n'ont pas à la fois les moyens de pouvoir lutter eux-mêmes contre ça et qui en sont les premières victimes. Oui, donc, delta de l'Inde, delta du voilà, Nil. Exactement. Et d'ailleurs, c'est en ça que moi, par rapport à la COP26, c'est pas tellement le fait qu'on n'ait pas pris des mesures plus importantes. Moi, là, ce qui me touche le plus et qui pour moi est le fondamental, c'est le fait qu'on n'ait encore pas une réflexion qui soit en termes d'espèces et collective. C'est en ça, j'en parlerai ce soir, c'est qu'on doit devenir des citoyens du monde. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on est tous interdépendants. Je parle de cette anecdote parce que j'ai eu la chance l'été dernier d'aller en Afrique. Et j'étais à Zanzibar, et là je parlais avec des autochtones qui me disaient « mais vous pensez à nous ?» J'ai dit « mais oui, parce que maintenant, on est interdépendants. Moi, je dois penser à vous, et comme vous pensez à moi. Parce que de toute façon, notre sort, il est lié, quel que soit l'endroit. » Et ça le touche. La crise du Covid l'a renforcé encore plus, en termes de crise sanitaire et de pandémie. Et ça, c'est important qu'aujourd'hui, on ait enfin cette action solidaire, et c'est vrai que la COP26 a montré qu'on avait encore du mal à nous engager financièrement, techniquement, pour qu'on atténue un peu ces inégalités-là et qu'on compense entre les pays qui en ont les moyens, les pays qui n'en ont pas les moyens, les pays qui ont un savoir, d'autres qui ne l'ont pas. Comment est-ce qu'on partage tout ça? Parce que de toute façon, c'est de ce travail collectif qu'on en sortira et qu'on pourra être optimiste. Oui. Quand on parle de réchauffement climatique, on parle aussi de plus en plus de réfugiés climatiques qui auront forcément une incidence internationale, voire même peut-être une déstabilisation de certains États qui auront une résonance au niveau international. Exactement. Donc ça prendre en considération aussi. C'est voilà, pas uniquement leur problème et non pas le nôtre. Exactement. Exactement. Et puis de toute façon, quand on est un tout petit peu humaniste, c'est complètement insupportable de ce qu'on peut voir à certaines frontières, de voir. Alors après, voilà, je vais dire, c'est facile de dire ça, et humainement, c'est normal qu'on réagisse. Après, politiquement, en termes d'équilibre des différents pays, voilà, il ne suffit pas de dire on ouvre, on fait. Non, il faut aussi faire tout ça avec intelligence. Comment est-ce qu'on les accueille? Est-ce qu'on peut les accueillir dans de bonnes conditions? Voilà. Après, mais il est clair que humainement, ce n'est pas supportable et qu'il faut qu'on anticipe sur, de toute façon, des flux qui vont s'accélérer par la démographie, qui vont s'accélérer par ces inégalités économiques, par des inégalités climatiques. De toute façon, tout ça cumulé fait que voilà, ça ne sert à rien de faire l'autruche. C'est quelque chose, au contraire, auquel il faut s'attaquer tout de suite. Et ça passe par quoi? C'est un rééquilibrage, entre guillemets, entre certains pays et d'autres. Voilà, les freins par rapport à justement cette prise de conscience et puis peut-être ces prises de décision politiques, où on les retrouve où, selon vous? Parce qu'on voit bien depuis les accords de Paris, c'est quand même 2015, on en parlait déjà avant, aujourd'hui c'est la COP26, mais on voit bien qu'entre les décisions qui sont prises avec pas mal de pays, là, 200 pays, la COP26, où ici il y a un accord, même si ça ne fait pas le bonheur de tout le monde, mais aujourd'hui, suite à ça, les décisions ne sont pas toujours à la hauteur de ce qui est de l'accord. Exactement, mais alors là, il y a plusieurs facteurs. Il y a des freins. Il y a d'abord un frein structurel. C'est-à-dire que quand vous avez, je vais prendre l'Inde, c'est un peu caricatural, un pays d'1,5 milliard à 1,5 milliard de personnes, comment est-ce qu'un peuple comme ça, vous arrivez à lui permettre de se développer, si je puis le dire, même si pour beaucoup c'est une pauvreté absolue, sans partir dans des famines extraordinaires? C'est-à-dire vous êtes obligé de garder un soutien économique ou un semblant de machine ou de fonctionnement pour que ça ne tourne pas à l'émeute ou que ça ne tourne pas à une guerre civile. Parce que si d'un seul coup, vous coupez par exemple toutes les usines à charbon qui existent en Inde, vous n'allez plus avoir d'électricité, plus d'éducation, plus accès à certaines nourritures. Donc vous allez créer une espèce de gouffre qui va forcément rendre le pays totalement instable. C'est la même chose en Chine. Donc ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas conscience de ça, mais eux, ils ont une réalité quotidienne qui fait qu'ils ne peuvent pas dire on ferme les usines à charbon en 3 mois, 6 mois ou 1 an. Politiquement, c'est politiquement, et je dirais même sociétalement parlant, c'est pas faisable. C'est pas faisable. Donc c'est là que c'est compliqué, c'est-à-dire qu'il faut être patient, il faut qu'effectivement chaque action intègre bien cette idée, il faut qu'on arrive à les fermer, mais ça ne pourra pas se faire, et surtout pas sur un peuple d'1,5 milliard d'individus, on ne se rend pas compte de ça, c'est énorme. La Chine, c'est pareil, c'est garder la cohérence dans un pays aussi nombreux,
je trouve que c'est un miracle tous les jours. Alors après, la solution, elle passe par une dictature, soit une démocratie, peu importe. Mais de toute façon, des peuples aussi nombreux, il faut bien se rendre compte de ça. C'est un miracle qu'il y a une cohésion et qu'il y a un fonctionnement qui reste à peu près paisible, entre guillemets, dans le vrai sens du terme. Et donc, intégrer cette dimension de cet engagement par rapport à la météorologie, par rapport à l'environnement, par rapport à la biodiversité, parce que pour moi, les deux sont totalement liés, eh bien, il faut le faire avec à la fois étape par étape, escalier par escalier, et en même temps sans déstabiliser la base au niveau sociétal. Et ça, c'est très, très compliqué à faire. Et notamment dans ces deux pays-là. Je prends ces deux pays parce qu'effectivement, ils sont parmi les plus gros pollueurs aujourd'hui, mais ils ont en même temps cette difficulté d'avoir une densité de population comme il n'y a pas ailleurs dans le monde. Quand on parle un petit peu, quand on enquête un peu auprès que ce soit les Français ou les Européens, le souci sur le réchauffement climatique fait partie des inquiétudes majeures, mais aussitôt qu'on parle du changement de mode de vie, ça devient tout de suite une inquiétude aussi. Donc il y a un paradoxe des pays développés par rapport à ça, quoi. On veut bien réfléchir au changement climatique, mais par contre ne pas changer son mode de vie. Donc, exactement. Certainement ressenti de la même manière aussi en Chine ou dans d'autres pays qui veulent aussi accéder à un développement, à un mode de vie plus paisible. Et c'est logique. C'est logique qu'il ait envie d'accéder à ce mode-là. Alors peut-être avec moins de travers que ceux qu'on a pu utiliser pour y arriver, mais bien sûr, dans le droit. Et c'est là où, alors ça après, à chacun de l'interpréter ou d'avoir envie de le vivre comme il l'entend. Moi, étant plutôt de formation scientifique, c'est de me dire, on sortira par le haut, on sortira par la science, on sortira par la connaissance. C'est la science qui nous donnera les outils pour sortir de là. Et ensuite, c'est notre intelligence collective d'humain, je dirais au sens de la civilisation, qui sera le deuxième facteur qui nous permettra d'en sortir. C'est-à-dire que pour moi, les solutions technologiques, on les a. Maintenant, comment est-ce qu'on les partage ? Comment est-ce qu'on permet de les appliquer partout dans le monde en même temps ? Parce qu'évidemment, c'est ce qu'il va falloir finir par faire. Et c'est là où, pour moi, la principale difficulté. Et aujourd'hui, on sent bien que les mentalités, que les peuples ne sont pas prêts pour plein de raisons, parce qu'on veut garder son petit précaré, parce qu'on a peur de l'autre. Aujourd'hui, on a peur de l'étranger, parce qu'on est probablement fragilisé, parce qu'on ne se sent pas serein, parce qu'on n'est pas en confiance. Et c'est logique qu'on ait peur de l'autre. Plus on est serein, plus on est bien, plus on peut accueillir. Plus on est... ça a toujours été comme ça. L'homme est comme ça. Et aujourd'hui, on sent bien qu'on est dans une forme de précarité, de réflexion. On sent qu'on est à un carrefour. On sent qu'on a cette pression-là de ce rapport à la planète où on ne peut pas continuer comme ça parce qu'on va dans le mur. Et puis en même temps, on a atteint un niveau de confort dans certains pays où on se dit on n'a pas envie de le perdre. Donc voilà, il faut... Et donc c'est en ça que quand on est un chef d'État, quand on est un responsable, et qu'on se réunit comme ça pour essayer de gérer, de conserver un équilibre, sans repartir vers des guerres quand même. Le XXe siècle, c'était 2 guerres mondiales. On n'a pas envie d'y retourner. Donc voilà, avançons brique par brique, en essayant de ne pas déstabiliser ce qu'on a déjà réussi à construire, et tout en étant plus vertueux pour la planète. Et c'est compliqué, c'est très compliqué. C'est en ça que les petits pas que l'on voit à chacune de ces COP, je me dis, ouais, on va quand même dans le bon sens. Certains, Yannick Jadot sera à ma place, il dirait on ne va pas assez vite, ou d'autres encore diraient non, mais il faut... Moi, je pense que la prise de conscience, elle est là. Où que j'aille dans le monde, bon, je ne suis pas un grand voyageur, mais on se retrouve autour de ce sujet-là. Tout le monde en a conscience. Après, en fonction de ses moyens, de sa culture, de son origine, de ce qu'on... on peut plus ou moins agir, on a plus ou moins de moyens, et puis c'est plus ou moins une priorité. Oui. Quand dans... encore des pays en Afrique ou en Amérique du Sud où la priorité c'est quand même de se dire est-ce que je vais pouvoir nourrir ma famille à la fin de la journée, je veux dire l'environnement il va passer après. D'abord, voilà. Ouais. Donc je vais utiliser tous les moyens à ma disposition pour nourrir ma famille. Donc après c'est à nous, j'en reviens toujours au même sujet, de dire oui on va pouvoir vous proposer de vous nourrir correctement à la fin de la journée et donc de pouvoir commencer à être plus vertueux pour cette planète. Mais évidemment que si on ne répond pas à sa première question, la seconde, c'est pas son souci. Et une des priorités, alors pour le coup c'est peut-être pas une priorité, mais on voit bien que le coût des catastrophes engendrées par le dérèglement climatique influe aussi sur les choix politiques et sur les décisions des pays, puisque derrière, on touche au porte-monnaie. Oui, exactement. Ouais. Mais là aussi, si vous regardez les catastrophes, on a dit le cyclone Irma par exemple,
moi, on m'a posé la question, je me suis posé la question, on m'a dit, c'est l'expression même du dérèglement climatique. Oui, sauf que Irma, il y en a eu 3 dans le XXe siècle. Là, depuis 5 ans, il n'y en a pas eu d'autres. On a plutôt eu des saisons cycloniques pas forcément très virulentes. Donc, on peut se poser... en tant que scientifique, petit scientifique, je ne suis pas... mais en tout cas, avec cet esprit-là, c'est très perturbant. Parce que je prends cet exemple du cyclone parce qu'il est assez là aussi caricatural. Pour qu'un cyclone puisse se former, il faut des eaux très chaudes. Et aujourd'hui, on a des eaux de plus en plus chaudes. On peut se dire, oui, logiquement, il va en avoir de plus en plus. Et ça ne se vérifie pas d'année en année. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres paramètres. Ça veut dire que le vent de l'altitude, ça veut dire que peut-être des équilibres énergétiques qu'on n'a pas encore complètement maîtrisés dans notre connaissance de la climatologie, fait que ça ne se retrouve pas. Donc c'est compliqué aujourd'hui de lier à chaque événement en disant ça c'est le réchauffement. Ça. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? J'en parlerai tout à l'heure. On se concentre. Donc déjà, on est 200 000 de plus par jour sur Terre. Il ne faut pas l'oublier, 200 000 de plus par jour. C'est énorme. Donc c'est autant de gens qu'il faut nourrir, loger, et qui polluent. Et quand on a dit ça, en plus, ces gens-là s'installent dans des zones de manière totalement déséquilibrée. Quand on a la chance de vivre dans un pays confortable, on va s'installer où? Au bord de la mer, parce que c'est bucolique, au bord de l'eau, au bord des rivières. Et comme par hasard, ou par malchance, c'est là aussi où se produisent les phénomènes météorologiques les plus violents. Donc, même si ces systèmes météorologiques ne sont pas forcément plus fréquents ou autres ou plus violents, de toute façon, ils passent sur des zones où il y a de plus en plus de monde, qui en plus se sont développés économiquement, donc où l'impact financier pour les assureurs, il est multiplié par 10, par 15, par 20. Donc attention à bien prendre la mesure de ce qui se passe et du pourquoi des choses. Et notamment quand on regarde la Côte d'Azur, on a installé et on a bétonné des zones où de toute façon on a fait n'importe quoi, parce que c'est des endroits où les épisodes sévenols ont toujours existé, donc des épisodes où on a besoin d'avoir des endroits où on peut stocker l'eau, on a besoin de zones humides, on a besoin de zones d'écoulement, on a supprimé tout ça. Donc aujourd'hui, quand un orage pas plus violent qu'au début du XXe siècle, les conséquences sont énormes. Où va s'écouler l'eau, où s'écoule la gouttelette d'eau? Elle ne peut pas s'écouler, elle coule sur du béton, elle rentre dans des parkings. Et donc, il y a des conséquences immédiates. Si on rendait des zones humides aujourd'hui sur tout ce littoral méditerranéen, il y aurait beaucoup moins de conséquences. Sauf qu'économiquement, c'est impossible. Le prix du terrain fait que c'est... Voilà. Oui, il y a à la fois les modifications climatiques et il y a aussi l'urbanisation avec un même dérèglement climatique ou avec un même climat. Le fait d'avoir une urbanisation change la donne. Change la donne et malheureusement provoque des conséquences. Plus de dégâts. Là, je reprends les pauvres personnes qui étaient installées, le dernier épisode qui s'est produit dans l'Hérault, qui était installé sur le bord de l'autoroute qui est tracée, qui est un espèce de barrage naturel, enfin pas naturel, artificiel qu'on a créé à travers les écoulements des eaux qui descendent des Cévennes, mais c'est une aberration totale. Si on réfléchit, on se dit, mais on est fou de faire ça. Forcément qu'un jour, le pauvre village qui était là au pied de ces autoroutes, il allait être noyé. C'est ce qui s'est passé. Évidemment, il y a un trou comme ça pour pouvoir évacuer l'eau sous l'autoroute. Évidemment, il se bouge très vite, c'est fini. Et après, ça se remplit comme une baignoire. Donc voilà, là c'est notre inconséquence, plus que le réchauffement et plus que les conséquences. Donc voilà, ça veut encore une fois pas dire qu'il ne faut pas lutter et qu'il ne faut pas, mais reprenons le juste propos et le juste rapport par rapport à ces éléments. Une ville comme la Nouvelle-Orléans, qui est construite sous le niveau de la mer, mais c'est une aberration totale, je suis désolé. Moi, j'irai jamais vivre à la Nouvelle-Orléans, c'est sur la trajectoire des cyclones, donc je ne sais pas si c'est l'an prochain, dans 10, dans 15 ans, ça recommencera. On aura beau mettre toutes les digues que l'on veut, ça passera un jour par-dessus. On dira, c'est le réchauffement. Non, c'est l'inconséquence humaine qui construit dans des endroits où la nature a toujours été forte et peut être dangereuse. Donc voilà, tu peux dire qu'il n'y aura pas plus de cyclones peut-être, mais ayons en permanence les deux éléments pour notre futur et la façon dont on va l'aborder. Parce que si on ne prend qu'un des aspects, l'un ou l'autre d'ailleurs, ça ne fonctionnera pas. Et c'est toute la difficulté de la génération qui est aujourd'hui sur Terre. C'est le défi que l'on a. On a eu d'autres défis, nourrir la planète, on a eu d'essayer de plus taper sur la gueule, entre guillemets, ce qu'on a quand même fait jusqu'au milieu du XXe siècle. Voilà, on le fait un peu moins, j'espère que ça va, je croise les doigts que ça va durer. Et aujourd'hui, on a ce défi qui est à la fois démographique et à la fois dans ce rapport à la planète, où on a fait une saignée qui aujourd'hui est trop importante.
Voilà, c'est clair. C'est le CO2, mais c'est la biodiversité, c'est la pollution, c'est un ensemble de choses. Et heureusement, je dis souvent ça, c'est que lutter contre tous ces éléments-là, que ce soit la pollution, que ce soit la démographie, que ce soit, quand je dis démographie, c'est trouver le juste milieu, c'est réfléchir autour de ce que doit être la démographie demain. Est-ce qu'on est trop, est-ce qu'on n'est pas assez, est-ce que j'en sais rien. Jusqu'à quel seuil? Jusqu'à quel seuil, voilà. Et je trouve qu'on ne s'empare pas suffisamment de ce sujet. Oui. Moi, de mon point de vue. Ressources de la terre par rapport à la population. Voilà. Ouais. Je me souviens que j'avais discuté avec un démographe italien qui disait « Oh, mais la Terre, elle peut aller jusqu'à 14 milliards d'individus sans problème, si on équilibre bien les choses. » Peut-être qu'on est déjà trop, je ne sais pas. Je ne suis pas démographe. Mais je trouve une piste de réflexion aussi. Mais c'est une piste de réflexion. Ouais. C'est une piste intéressante. Voilà, la COP26, il n'y a pas eu un mot sur ça, quoi. Oui. Sur ces déséquilibres. Le continent africain, s'il continue comme ça, ils sont 1 milliard, ils sont 2 milliards en 2050. La population africaine va doubler en 25 ans. Avec aussi des concentrations à certains endroits. Forcément. Le Nigeria sera plus peuplé que l'Europe. Forcément, si on ne compense pas un peu, si on ne réfléchit pas maintenant, on va vers des catastrophes humanitaires. Hein. Mais on est bien sur une réflexion mondiale. Il faut bien que tous les pays soient autour de la table. Sinon, évidemment, ça évidemment. Et d'où se posent après les questions, est-ce qu'il faut un premier embryon de gouvernance internationale? Est-ce qu'il faut qu'on commence à penser à des ingérences par rapport à l'environnement? Je pense au Brésil, qui fait à peu près n'importe quoi. Donc voilà, est-ce qu'à un moment, il ne faudra pas dire, attendez, là, on va mettre notre nez dedans, parce que de toute façon, on est tous interdépendants. La particule d'eau, je raconte toujours ça. Je fais un événement dans le golfe du Morbihan et le maire d'Arzon, qui s'appelle Roland Tabar, qu'on se connaît bien, il me dit là, regarde, dans ma ville, là, j'ai plus rien qui se rejette dans le golfe, on a des eaux propres. Je dis ouais, mais Roland, là, l'eau qui rentre au début, dans le golfe, elle a fait le tour du monde. Donc si elle a été polluée ailleurs, tu pourras faire tout ce que tu veux, elle sera polluée quand elle va arriver là. Donc ton golfe, il sera pollué. On est tous dépendants. Et le courant atlantique, il fait le tour du monde. Je le montre tout à l'heure. Donc voilà, on est interdépendants. Quand on réfléchit à notre rapport et quand on veut être intelligent, il faut oublier les frontières. La pollution n'a pas de frontières, les courants n'ont pas de frontières, l'eau n'a pas de frontières, les nuages n'ont pas de frontières. Quand on devient météorologiste, on enlève tout de suite les frontières. Si je veux faire une bonne prévision à 3, il faut que je connaisse le temps qu'il fait sur toute la planète. Oui. Donc si on veut réfléchir par rapport à ça, il faut qu'on enlève les frontières qui ne sont qu'une notion humaine. Il faut prendre de on la n'y est hauteur, pas. On n'y est pas. Mais il faudra qu'on en vienne à ça. Alors moi, j'avais quelques questions beaucoup plus justement locales, contrairement de ce que vous venez d'expliquer, malheureusement. Voilà. On parlait tout à l'heure des digues par rapport à la Louisiane, autour de Troyes, pour ce qui borde la Seine en tout cas. Il y a eu un renforcement, il y a eu des investissements pour renforcer les digues, pour éviter les inondations à venir. Mais on n'a pas eu heureusement de très très graves. Voilà, ça fait partie aussi des coûts. Alors, je voulais vous montrer quelques photos. Bon, alors, je sais que vous avez vos origines aussi en région en Champagne-Ardenne, mais voilà, on avait quelques photos quand même d'inondations récentes sur notre secteur en Champagne-Ardenne, où là c'est Brienne-le-Château, où on voit qu'il y a des coûts humains, il y a des inquiétudes aussi. Et donc, à partir du moment où les politiques décident de renforcer les digues pour éviter que la Seine déborde, aujourd'hui, demain, après-demain, c'est quelque chose qui à la fois rassure, mais ça génère évidemment des coûts. Là c'est quelque chose de préventif. Est-ce que c'est aussi la solution, plutôt que d'attendre que les catastrophes se produisent, mais de payer les dégâts, d'anticiper et de payer avant pour éviter les dégâts, à une échelle très locale, là, pour le coup. Bien sûr, mais moi je pense que la connaissance d'un territoire, avec justement tout son historique, avec tout son patrimoine, avec ce qui fait sa force, et ce sont ces paysages et les agriculteurs et les habitants tout simplement. Bien sûr que c'est cet ensemble-là qui doit être éduqué, qui doit être investi pour comprendre pourquoi est-ce qu'à un moment, un maire, un élu va prendre la décision de protéger en faisant un barrage, en faisant une petite retenue, en faisant une digue, parce que la technologie, parce que des ingénieurs vont lui avoir montré qu'effectivement en faisant ça, il va diminuer. On ne l'enlève pas totalement, mais en tout cas on va l'atténuer. Et puis aujourd'hui, alors ça c'est un grand débat en France, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'eau? Est-ce qu'on la retient quand elle tombe en abondance? C'est ce qui s'est passé la dernière année. Pour les années beaucoup plus sèches,
Bon, on a vu que les retenues d'eau, ça passe pas auprès de tout le monde. Voilà, mais moi, je pense que, en tout cas en tant que météorologue, faire des retenues d'eau ne change pas le cycle de l'eau et ne change pas la météorologie. Oui. Donc voilà, c'est indéniable. Après, que localement, certains disent on va changer la vie de quelques grenouilles, de quelques batraciens parce qu'on va créer ça, on va créer des équilibres. Pourquoi pas? Mais à un moment, il faut trouver le juste milieu dans la façon dont on va continuer de toute façon à exister sur Terre, donc à continuer à survivre, et puis le respect d'une forme, je vais dire, totalement pure de ce qu'est la nature. Voilà, il faudra qu'en permanence on soit entre les deux. Et de mon point de vue, faire des retenues d'eau qui aujourd'hui vont permettre de rééquilibrer ce que la nature ne fait pas, c'est-à-dire qu'elle est parfois excessive dans un sens ou dans l'autre, ça ne me paraît pas aberrant. Et de toute façon, depuis que l'homme s'est sédentarisé, il l'a fait tout de suite. Les Romains, les pharaons, on peut remonter partout, que ce soit les civilisations Inca, la gestion de l'eau, on a tout de suite compris qu'on en avait besoin. Donc on a fait des retenues, des petits lacs, des aqueducs, on a appris à s'en servir pour irriguer. Voilà, aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi il faudrait qu'on revienne en arrière par rapport à ça. Donc si en France, demain, on peut faire des retenues intelligentes qui vont permettre d'atténuer des crues, qui vont permettre d'irriguer quand on aura moins d'eau, les saisons où... Moi, ça me paraît une évidence, mais voilà. Alors, on est sur un territoire où l'histoire, je ne sais pas si vous connaissez, mais on a évidemment les lacs réservoirs Aube, les lacs réservoirs Seine, qui, à la fois pour éviter les inondations sur Paris, mais aussi les inondations à Troyes, comme on a pu le connaître par le passé. Voilà, donc il y a une réalité de retenue d'eau très grande. Voilà, et on a pu construire une économie autour de ces bassins-là aussi, parce que voilà, ça devient des endroits bucoliques, sympas, on peut aller sur l'eau. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt un exemple de réussite et une vraie utilité. Là, on a eu ces dernières années quelques petites alertes sur Paris. Je pense qu'il n'y a pas eu ces bassins-là, on aurait probablement des débordements avec des conséquences plus importantes. Voilà. Alors, très local aussi, pour le coup c'est plus l'eau, enfin, on participe puisqu'on parle du gel, donc ça c'est la partie économique au niveau du vignoble, alors que ce soit le vignoble au bois ou le vignoble marnais que vous connaissez aussi. On voit bien qu'il y a eu des efforts qui ont été fournis, là c'est tout récent, sur le gel qui s'était abattu sur les différents vignobles, où les vignerons sont contraints de dépenser énormément d'énergie pour essayer de réchauffer autant qu'ils peuvent les vignes pour éviter que toute la production soit gelée. Enfin, voilà, alors c'était pas seulement sur les départements, mais on voit bien que c'était des choses qu'on vit pas tous les ans, donc on se pose aussi les questions sur le dérèglement climatique, quoi, ou les épisodes de gel aussi importants. Le problème là, il est le gel, on va se dire, mais pourquoi est-ce que le gel est un problème, puisqu'on est en réchauffement climatique, donc ça peut paraître incohérent, mais non. En fait, ce qui se passe, c'est que effectivement, la végétation prend son essor plus tôt, puisque les gelées s'arrêtent plus tôt, et donc les gelées tardives vont être beaucoup plus efficaces, malheureusement, et beaucoup plus dramatiques, puisqu'elles peuvent quand même arriver de temps en temps, un peu plus tard, à un moment où déjà la plante a commencé son développement, et où, évidemment, si elle subit le gel à ce moment-là, ça devient dramatique. Donc là, en même temps, c'est un effet de ce réchauffement, voilà, c'est un premier. Et en même temps, ça veut dire qu'il faut trouver des solutions. Et pour le savoir un peu, les solutions, elles arrivent avec des pieds qui vont être un peu plus hauts, avec des pieds qui résistent un peu plus à des spectres de température un peu plus larges. Voilà, le monde agricole commence à travailler sur des fourchettes de température qui vont être un peu plus importantes, où la plante va pouvoir supporter un peu plus longuement, et puis peut-être trouver des moyens de réchauffer ou d'empêcher, avec des vaporisations, je crois, ils ont commencé à travailler, pour limiter les effets du gel. Mais c'est voilà un des effets aujourd'hui du réchauffement moyen qui provoque ces épisodes de gelée tardive qui avant n'avaient pas les mêmes conséquences. Il y avait plus de gelée. Alors, plus de gelée avant, ça pouvait aussi empêcher ou en tout cas limiter parfois le rendement, la rentabilité qu'on a aujourd'hui, qui a aussi augmenté. Parce que là encore, il faut comparer ce qui est comparable. Un agriculteur du début du XXe siècle ou du XIXe, quand on faisait l'état de ses rendements rapportés à sa surface, c'était pas extraordinaire. Hein. Ça lui suffisait lui pour vivre, en tout cas faire vivre sa famille. Voilà, c'était un équilibre. Aujourd'hui, s'il avait les mêmes rendements, on ne mangerait pas tous, en France ou en Europe. Donc on lui a aussi demandé d'augmenter ses rendements, avec aujourd'hui plus de respect. Donc ça montre aussi qu'il a une plus grande tension, lui, par rapport à ce qu'on lui demande, et qu'effectivement, les années compliquées, il ne peut pas les absorber.
Ce qui pose d'ailleurs un problème où là aussi le sens collectif, il faut qu'on ait en tant que citoyen, c'est important, cette dimension que quand on travaille en rapport avec la météorologie, ça ne peut pas être constant. Aujourd'hui, on a une société qui veut rentabilité, on est productif, on optimise la moindre heure perdue, mais quand on est en rapport à l'agriculture, on ne peut plus faire ça. À la météorologie, c'est plus possible. On est tributaire de la météo. Et avec ses hauts et ses bas, c'est très bonnes années, c'est très mauvaises. Et donc, il faut qu'à un moment, le citoyen et donc ses représentants mettent en place un système qui permet de compenser là aussi les excès d'un côté ou de l'autre. Si le monde agricole ou la corporation, entre guillemets, je ne sais pas si c'est de l'élevage, si c'est du fruitier, peut l'absorber ou pas. Et donc, il faut qu'à un moment, dans le sens collectif, aide et participe à ça. Des formes d'assurance, des formes de soutien, des formes de primes, j'en sais rien. Après, toutes les solutions peuvent exister, mais en tout cas, dans l'esprit, il faut le comprendre. Il faut dire, oui, évidemment que ces années-là, il faut qu'on les aide, et c'est logique. C'est des formes de sécheresse. Alors, à la fois, on parlait d'inondation, mais on parle aussi de sécheresse. Exactement. C'était aussi qui touche le monde paysan. Ça vient aussi avec l'histoire des retenues d'eau. C'est-à-dire que, très honnêtement, hormis, là on a eu 3 années un peu particulières avec des sécheresses qui moi ont commencé à m'inquiéter parce que le niveau de nappe phréatique n'arrive pas à se reconstituer. Alors que là, cet hiver, par exemple, on l'a reconstitué, comme quoi il y a quand même des cycles. Ça faisait plusieurs années où on avait battu les records d'années les plus chaudes. Et de sécheresse, donc des nappes phréatiques qui commençaient à être des niveaux bas, qui n'arrivaient pas à se reconstituer en hiver, ou en tout cas en période de récupération. Et donc c'est vrai que dans ces moments-là, on se dit, oui, si on commence à faire des bassins à taille humaine, intelligente, je ne dis pas de faire des barrages chinois, voilà, c'est pas ça le sujet, mais qui vont permettre localement de subvenir, je sais que c'est le cas du côté de la Dordogne, où ils ont régulièrement, faire quelques retenues à taille humaine pour le besoin agricole, ça serait juste du bon sens. Et qu'on ait des zones en France où, par endroit, on puisse faire des bassins et qu'ensuite on puisse la partager, ou on puisse la redistribuer différemment. Moi, ça me paraît juste du bon sens. Et les sécheresses de ces 3 dernières années ont bien mis ça en exergue. Il y avait aussi dans la polémique, c'était aussi le choix des cultures. On pense au maïs, par exemple, très gourmand en eau, où on va pomper dans les nappes phréatiques, ou bien aux grandes dames de ceux qui s'occupent de la rivière. Exactement. Alors ça, là, c'est aussi la transformation de nos agriculteurs et de leur... Mais très honnêtement, ça c'est en route. Enfin, j'ai la chance de faire des conférences dans le monde agricole un peu partout en France. Et la mutation, elle est partie. Enfin, là encore, il ne s'agit pas d'un claquement de doigts de dire en 3-4 ans. Non, il faut souvent une génération pour s'adapter, mais ils le font. La génération qui vit aujourd'hui ne cultive plus, mais alors plus du tout, comme même la génération d'avant, c'est-à-dire 20-30 ans avant. C'est d'une rapidité incroyable. Donc quand on voit que c'est des cycles, il faut une année pour faire un vrai cycle végétatif, et puis donc moi je trouve ça extraordinaire, déjà la vitesse à laquelle... la mise en jachère des terres, c'est des choses qu'on apprend à l'école d'agriculture. Voilà, la façon dont aujourd'hui on a un couvert végétal, et puis comment est-ce que on a... les intrants. Les intrants ont largement diminué, beaucoup moins de pesticides, beaucoup moins de... C'est extraordinaire la vitesse à laquelle ça va. Donc, mais oui, ça ne se fait pas en 2 ou 3 saisons. Et c'est vrai que la gestion de sécheresse comme ça, il faut aussi qu'on ait cette adaptation qui va être intelligente. Parce que si vous regardez les niveaux d'eau, et notamment dans le nord de la France, il pleut plutôt plus qu'il y a 50 ans. Ah oui. Oui, les quantités d'eau qui tombent en France, on peut prendre les relevés de Météo France, lisser sur l'année, sont les mêmes. Ça peut tomber de manière différente, plus déséquilibrée, peut-être à des... Voilà, on s'en est rendu compte, mais les quantités restent les mêmes. Et d'ailleurs, le GIEC pour l'avenir dit sur la France, déficit plus marqué sur l'arc méditerranéen, donc là des sécheresses qui pourraient être plus fréquentes. Ailleurs, pas beaucoup de signaux. Et dans le nord, ça serait même l'inverse. Il pourrait y avoir un peu plus de pluie que ce que l'on a connu jusqu'à maintenant. C'est une des questions que j'allais vous poser. Est-ce que nous, on doit s'attendre, alors dans l'Aube ou en Champagne-Ardenne, à avoir des incendies comme on le voit dans le sud les étés, les années de sécheresse, ou est-ce que c'est quelque chose qui est discuté en météorologie En tout cas, en termes de quantité d'eau, le GIEC dit qu'il y aurait plutôt sur le nord de la Loire, nord-nord-est, plutôt un peu plus de quantité globalement. Ça ne veut pas dire qu'elles vont tomber de manière régulière, comme ça intéresse l'agriculteur, c'est toujours pareil, et tous les ans, voilà, il y aura de grandes irrégularités, mais globalement, les quantités resteront les mêmes.
priori, pas être inquiet. Après, effectivement, sur des épisodes de sécheresse qu'il va falloir apprendre à gérer, bah oui, parler de couvert végétal par exemple, je pense qu'il va falloir avoir des méthodes agricoles qui soient différentes, qui permettent d'abord, quand on a un couvert comme ça, quand on remet quand on plantera peut-être beaucoup plus de végétaux, des arbres, en plus c'est très bon pour l'absorption du CO2, on va peut-être créer un couvert qui va permettre de retenir un peu plus d'eau, qui va permettre de baisser un petit peu la température, qui fait qu'on atténuera un peu les effets d'une sécheresse à ce moment-là, parce qu'on se sera adapté, parce que les agriculteurs sont adaptés. Et je pense qu'ils vont y arriver et qu'ils le feront. Plus quelques retenues d'eau un peu intelligentes installées ici ou là, et on traversera ces périodes-là probablement de manière plus efficace ou moins difficile qu'on a pu le faire ces 3 dernières années. À une échelle humaine, parce que on voit bien que la météo, on est largement au-delà de l'échelle humaine, c'est quelque chose qui peut être réversible. Aujourd'hui encore, on peut changer les choses, on entend la COP26, voilà, est-ce que... moi je pense qu'on peut changer les choses, oui, on peut être optimiste, c'est ce que je montre. Le climat a toujours fait ça. Sauf que là, nous, on a mis un coup d'accélérateur sur ces variations qui ont toujours existé. Il y a eu des périodes beaucoup plus chaudes, des moments où l'eau était beaucoup plus basse, surface de la Terre, plus haute. Enfin voilà, des fluctuations. Le Groenland ne s'appelle pas Groenland par hasard. Il y a quelques siècles, il était totalement vert. Donc voilà. Sauf que là, il y a un changement qui est beaucoup plus brutal que ce qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant. Donc c'est bien, ça montre bien qu'on a mis nos grains de sel dans ce changement. Mais ça a toujours existé. Donc à grande échelle, d'ailleurs, on devrait plutôt aller vers une ère glaciaire. Bon, on ne verra pas ça, hein. Je ne sais pas, même si l'espèce humaine, si on n'est pas raisonnable, le verra. Mais en tout cas, dans les grands cycles, si vous parlez avec des paléontologues, ils vous disent là, on partirait plutôt vers un refroidissement qui pourrait être assez dramatique d'ailleurs. C'est étonnant. Alors, voilà, on parle de réchauffement climatique. Mais on n'est pas à la même échelle de temps. Donc évidemment. Et puis ensuite, on sait déjà que jusqu'en 2050, on n'arrivera pas à inverser la courbe. Maintenant, si on fait tous les efforts, moi je ne vois pas pourquoi on ne les ferait pas d'ici 2050, où on arrive à une neutralité carbone. Moi, je suis sûr qu'on va y arriver. Moi, je suis certain, parce qu'on voit bien les solutions techniques, mais tous les jours, si on s'intéresse un peu à la science, moi, tous les jours, je lis tout ce qui arrive. En plus, en étant journaliste, on voit les dépêches, on voit, il suffit de regarder les publications et autres. Tous les jours, on trouve comment capter le CO2, comment l'enfermer. En France, on a répertorié toutes les zones où on a des grottes souterraines parce qu'on avait utilisé du gaz, où on peut enfermer ça. Et on en a des millions et des millions de mètres cubes. Donc le jour où on sera capté le CO2, on saura en plus où le mettre. Et en plus, ce carbone, quand il est injecté, il redevient vertueux pour la Terre parce que le carbone, c'est quand même l'origine. À l'origine, c'est la vie. C'est plutôt bien. S'il n'y a pas de CO2, il n'y a pas de vie. Donc voilà, c'est l'excès qui est gênant. Mais le CO2, il est fondamentalement important. Donc voilà, et en permanence, on a aujourd'hui des solutions. L'hydrogène, des carburants propres qui arrivent, moi, je pense que le plus compliqué aujourd'hui, c'est tout ce qui est transport maritime et transport aérien. Il s'avère qu'il y a déjà les premières solutions qui arrivent sur des avions à hydrogène, alors qu'on a dit, la problématique, c'est quoi? Il y a 5 ans, terminé, il ne faut plus qu'un avion pollue d'ici 2050. Oui. Et 6 mois après, les ingénieurs ont déjà des solutions théoriques. C'est quand même extraordinaire. Donc voilà, moi je suis confiant. Je pense qu'en 2050 ou 2060, à 10 ans près, on arrivera à cette neutralité. Et puis derrière, 2-3 générations plus tard, ils commenceront à en voir les effets. Si à ce moment-là, la nature n'a pas aussi son comportement. Je prends l'exemple du Gulf Stream. Le GIEC, c'est assez étonnant, l'a mis aussi dans des hypothèses. C'est pas sûr que ça arrive, mais que le Gulf Stream s'arrête. C'est quand même lui qui nous protège des températures qu'on peut avoir au Québec, puisqu'on est quand même à la même latitude que Montréal. Si jamais ce Gulf Stream s'arrête, il y aurait, contrairement à d'autres endroits dans le monde, plutôt un refroidissement sur l'Europe de l'Ouest. Oui. Voilà, donc c'est pas un peu provocateur en disant ça, mais voilà, ce qui montre bien la difficulté de se projeter. Et notamment dans un pays comme la France, comme l'Angleterre, tous les pays situés aux latitudes tempérées, c'est totalement injuste. C'est les pays qui vivent dans le plus grand confort météorologique. C'est pas par hasard s'ils sont les pays économiquement les plus développés. C'est là où c'est plus facile en matière de météorologie. C'est aussi là où les effets du réchauffement seront les plus tardifs, entre guillemets. Donc c'est totalement injuste. Et c'est en ça que dans notre réflexion aujourd'hui, il ne s'agit pas de se dire pays par pays, moi j'ai le temps, moi tout va bien. C'est vrai qu'en France, on pourrait se dire ça, très honnêtement. Des gens qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais grâce au nucléaire, on est plutôt dans les pays très vertueux en matière d'énergie. On est dans un pays béni des dieux, on est en autosuffisance en matière d'eau, de nourriture si on le veut.
politiquement on ne l'est plus, mais c'est pour d'autres raisons. Et donc voilà, on pourrait se dire ça. Mais sauf que non. Non, parce que la pollution, le dérèglement, le changement, tout ça, ça arrive, c'est un ensemble. Et donc on doit faire partie de cet ensemble. Et au contraire, pour moi je trouve qu'on doit avoir valeur d'exemple. Alors pour le coup, on sent la génération montante, on sent cette prise de conscience-là, même si on est un petit peu protégé en France par rapport à d'autres pays qui subissent de plein fouet les catastrophes naturelles. Il y a toute cette génération qui apporte un vent nouveau sur la prise de conscience du climatique, quoi, avec des marches qui sont organisées régulièrement depuis plusieurs années. Ça va certainement dans le sens de votre optimisme aussi, de voir que ceux qui viendront après nous vont encore plus insister sur ces changements-là, y compris les politiques. Oui, et en plus pour eux c'est déjà plus naturel. C'est-à-dire que nous on est un peu, moi je reconnais, ma génération on est un peu sous la contrainte. On fait attention à un robinet d'eau, j'exagère, mais il va falloir qu'on y pense. Alors que la nouvelle génération, c'est une évidence. Donc pour eux, c'est même plus une contrainte. Donc c'est quelque chose que l'on vit mieux. Et comme on le vit mieux, on le fait mieux. Et puis on peut déjà passer à l'étape suivante. Et c'est effectivement exactement ça. Et donc c'est ça qui me rend optimiste. Après, on a tous les excès qui, de mon point de vue, voilà, ça peuvent être importants de la jeunesse, mais ça c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est que voilà, ils l'expriment. L'élan est là. Voilà. Et puis effectivement, eux, ils vont le concrétiser. Et puis les plus anciens aujourd'hui, on bougonne ou on se dit, mais en même temps, on va leur offrir les solutions technologiques, on leur offre le cadre pour faire ça, et ils vont prendre la relève. Et puis déjà, eux, ils auront franchi un palier. Et puis la contrainte, eux, elle sera encore plus vertueuse à leur niveau. Et puis la génération leurs enfants, pour eux, ça sera une évidence, et ainsi de suite. Et politiquement, ça aura aussi une incidence, puisque forcément, à partir du moment où la génération montante sera aussi des décideurs, ou sera aussi des citoyens votants. Exactement. Et eux-mêmes prendront probablement le pouvoir, et il y aura aussi des hommes politiques dans ces jeunes-là, et il y aura aussi, et effectivement, tout ça fera que la transformation se poursuivra. Donc c'est en ça que moi je reste optimiste. Ouais. J'avais une dernière question, c'est qu'avez-vous envie de répondre, ou que répondez-vous habituellement aux climato-sceptiques? Parce qu'il y a malgré tout toute une génération, ou en tout cas, il n'y a pas forcément une génération, mais il y a une frange de la population qui n'y croit pas du tout. Non seulement en France, mais aussi aux États-Unis, dans d'autres pays. Mais j'allais dire justement, c'est ce que j'aurais répondu à Trump. Je dis, mais peu importe le changement climatique, les 2, 3 degrés, 4 degrés, peu importe. On sait aujourd'hui, avec notre connaissance, que de toute façon, on ne peut pas continuer. L'espèce humaine sur Terre, qui est un peu l'espèce qui a la responsabilité des autres. J'aime pas trop le terme, mais bon, voilà, on est doté d'une espèce d'intelligence qui parfois nous profite ou pas. Eh bien, on a cette responsabilité-là. Et donc, peu importe, on voit bien aujourd'hui qu'on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer dans de tels déséquilibres, on ne peut pas continuer à polluer autant, on ne peut pas continuer à utiliser les ressources naturelles. Ça, c'est une évidence, c'est même pas une projection. Et donc ça, on peut en prendre conscience. Et ça, à partir du moment où on n'utilise plus cet argument du CO2, ça va être plus compliqué de dire non, je fais rien, et puis ah oui, mais là, tout ce que je viens de dire, là, c'est pas demain plus 2, plus 4 degrés. Admettons que ce soit pas vrai, d'accord. Mais là, aujourd'hui, on est 7,5 milliards, on laisse un impact, on voit très bien sur la faune, sur la flore, on a déréglé tout ça. Donc ça, c'est une évidence aujourd'hui, donc on ne peut pas continuer. Voilà, moi, c'est ça ma réponse aujourd'hui. C'est que de toute façon, au sens de la civilisation, humainement, au quotidien, c'est là où la nature nous attend. Le défi, il est humain. Le défi, il est dans le sens de l'espèce humaine. Et Yves Coppens, avec qui j'ai eu la chance de parler récemment, de toute façon, c'est le sens même de la vie dans l'univers. Une espèce qui ne s'adapte pas, qui n'a pas le sens collectif, elle disparaît. Oui. Et pour nous, ça sera pareil. Oui. Donc c'est ça le défi. Donc le réchauffement, il est pour moi ce défi du CO2, c'est qu'un phénomène parmi tant d'autres que l'humanité aura affronté au fur et à mesure de son développement. Voilà, c'est celui d'aujourd'hui. On l'aura peut-être réglé en 2100, mais on arrivera à un autre. Ça sera quoi le problème? Il sera idéologique, il sera partage, il sera, j'en sais rien, il sera des embryons. Est-ce qu'on ne se sera pas complètement désagrégé parce qu'on aura été trop loin dans des manipulations? Voilà. Il y aura peut-être ça derrière. Mais en tout cas, on ne réglera à chaque fois ces problèmes-là que par le sens de l'espèce et du collectif.
Et la météo, c'est ce qu'elle nous rappelle. Je finirai avec ça. En permanence, elle l'a fait. Là, je ne vais pas dévoiler ce que je dirais tout à l'heure, mais Napoléon III était le premier à se faire photographier sur des ponts à un moment où il y avait des inondations catastrophiques à Lyon. Il y en avait déjà du Rhône, en disant c'est un moyen de me rapprocher. C'est l'appel de l'abbé Pierre qui dit aux Français en 1954 et il y a des Français qui meurent de froid et de faim, à un moment où on était en plein développement, en pleine après-guerre. Ça avait totalement frappé cette génération-là. Après, il a reçu des paquets de vêtements, de nourriture, tellement on avait été vexé par ça. Et puis c'est 2003, la canicule. Moi, le premier, je dis, oh génial, il va faire beau, il va faire chaud. J'avais juste oublié que les personnes les plus fragiles pouvaient juste en mourir. C'est mortel. Tac, et encore une fois la nature. Donc depuis, on fait attention, des climatiseurs. Nous, on fait des bulletins où on dit attention pour les personnes les plus fragiles. Voilà. Et aujourd'hui, le réchauffement climatique, pareil. Il est en train de dire à l'homme, attention, vous avez une responsabilité par rapport aux autres espèces et par rapport aux générations qui arrivent, donc il faut agir. Et voilà, et là, il n'y a plus, c'est plus de dire, il y a plus 3, plus 4, plus 5 degrés climato-sceptique. C'est juste là, on a à réfléchir. Voilà, exactement.